Une tempête faisait rage la nuit où le milliardaire Christophe de Saint-Hubert fit le choix le plus fatidique de son existence. Il était déchiré entre deux femmes, son épouse dévouée et enceinte, Nathalie, et sa maîtresse aussi séduisante que manipulatrice, Camille Valmont. Le cœur endurci par l'ambition et l'esprit obscurci par la tentation, Christophe fit le choix de rejeter la femme qui, autrefois, représentait tout pour lui. Il était loin de se douter que sa décision déclencherait une série d'événements bien plus dévastateurs que n'importe quelle fusion d'entreprises ou transaction à plusieurs milliards d'euros qu'il avait pu affronter. Voici la saga tragique d'un homme dont l'immense richesse ne put le sauver de la ruine d'une trahison impardonnable. Christophe de Saint-Hubert menait, selon toutes les apparences extérieures, une vie absolument parfaite. Fils de feu le magnate Richard de Saint-Hubert, Christophe avait hérité du groupe Saint-Hubert, un conglomérat international touchant à tout, de la sidérurgie au complexe hôtelier de luxe. Le nom de Saint-Hubert était légendaire dans les couloirs du quartier d'affaires de la Défense, murmuré avec révérence dans les salons VIP de Monaco et de Dubaï. S'il y avait un nouveau gratte-ciel qui pointait à l'horizon, il y avait de fortes chances que le groupe Saint-Hubert y ait départ. À 38 ans, Christophe possédait tout, la jeunesse, l'intelligence, le charisme et une fortune personnelle flirtant allègrement avec les milliards. En surface, ses journées n'étaient qu'un défilé de jets privés, de nouvelles acquisitions retentissantes et de galas de charité. Les salles de conseil somptueuses étaient les témoins de son intellect affûté et de ses talents de négociateur impitoyable, laissant des PDG bien plus âgés trembler dans leurs souliers vernis. Mais derrière cette façade lisse et brillante, une solitude béante avait commencé à s'installer. Les nuits de Christophe étaient souvent dévorées par une forme d'agitation que même le whisky le plus hors de prix du monde ne parvenait à apaiser. Malgré un majestueux hôtel particulier dans le 8e arrondissement de Paris, une vaste demeure en Normandie et une île privée au large de la Grèce, quelque chose d'insaisissable le rongeait. Ce vide ne put être comblé que lorsqu'il rencontra Camille Valmont et sombra à corps perdu dans l'obsession. Avant le chaos que Camille apporta dans sa vie, il y avait Nathalie de Saint-Hubert, son épouse depuis 4 ans. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif à Bordeaux. Nathalie y travaillait bénévolement comme traductrice pour une organisation internationale d'aide aux réfugiés, c'était une militante passionnée qui défendait les droits de l'homme avec ferveur. Christophe, qui supervisait alors la branche philanthropique du groupe Saint-Hubert, avait été irrésistiblement attiré par sa chaleur humaine et son sens inébranlable de la justice. Nathalie était l'exact opposé des femmes que Christophe fréquentait d'ordinaire. Elle n'était ni éblouie par sa richesse, ni hypnotisée par son pouvoir. Sa sincérité l'avait désarmée. Elle avait insisté pour payer sa part au restaurant, ne lui avait jamais réclamé de cadeaux extravagants, et n'éprouvait aucun désir d'échanger ses convictions morales contre les privilèges de la haute bourgeoisie. Pour Christophe, elle incarnait une bouffée d'air frais dans le monde étouffant des arrivistes et des sycophantes. Pendant 3 joyeuses années, ils vécurent dans une bulle d'amour, forgeant un lien qui semblait imperméable aux tempêtes du monde extérieur. Nathalie devint bien plus qu'une simple épouse. Elle était sa boussole morale et sa partenaire, la femme qui l'ancrait à la réalité. Cette ancre, cependant, commencerait à lui échapper dès l'instant où Camille Valmont ferait son entrée en scène. Alors que le silence enveloppait Paris en cette nuit fatidique, Christophe se sentit coupé en deux. Il s'apprêtait à entreprendre un voyage qu'il n'avait jamais envisagé, fait de secrets, de trahisons et de cœurs brisés. À travers les vitres teintées de sa limousine, les lumières de la ville lumière l'appelaient, lui promettant l'ivresse et le danger. Christophe, malgré toute sa fortune et sa réussite, n'était qu'une âme de plus sur le point d'être dévorée par ses propres désirs imprudents. Lorsque Christophe avait épousé Nathalie, beaucoup au sein de l'élite parisienne furent surpris. Ils s'attendaient à ce qu'il choisisse une mondaine glamour, ou peut-être une aristocrate étrangère, quelqu'un capable d'égaler l'éclat de sa fortune. Mais Nathalie était une âme discrète dont le rayonnement provenait de sa compassion, et non de la haute couture. Son éducation modeste à Saint-Rémy-de-Provence avait forgé son humilité. Élevée au rythme paisible de la Provence, au milieu des champs de lavande, par 2 professeurs de l'école publique, elle avait grandi en valorisant la gentillesse, l'équité et le travail acharné par-dessus tout. Dans les premières années de son mariage, Nathalie trouva le mode de vie des Saint-Hubert intimidant. L'instant d'avant, elle vivait dans un modeste studio, travaillant pour une clinique juridique à but non lucratif. L'instant d'après, elle était emportée dans des soirées mondaines étincelantes où sa robe, à elle seule, coûtait plus cher que son loyer annuel. Elle aurait menti en affirmant que la transition avait été douce. Pourtant, au lieu de succomber aux artifices superficiels de la richesse, Nathalie s'efforça d'utiliser sa nouvelle position pour faire le bien.
Ses efforts philanthropiques devinrent le parfait complément de l'empire de Christophe, alliant la puissance financière de l'entreprise à une charité sincère. Au fil du temps, son comportement calme et son approche authentique lui valurent l'affection de beaucoup, y compris des collègues de Christophe comme Marc-Antoine Lefebvre, son ami de longue date et directeur financier du groupe, ainsi que des amis proches de la famille comme Jacqueline, qui avait été l'assistante dévouée et de confiance de Richard de Saint-Hubert pendant des décennies. Il reconnaissait en Nathalie une force stabilisatrice, une lueur d'altruisme dans un monde bien trop souvent dominé par une froide ambition. La journée de Nathalie commençait tôt, même dans le silence feutré de l'hôtel particulier. Dès 6 heures du matin, elle était dans la cuisine pour préparer des smoothies aux fruits frais tout en parcourant les derniers rapports sur les droits de l'homme. Elle donnait de son temps dans les refuges locaux, organisait des ateliers d'aide juridique pour les immigrés et maintenait la fondation philanthropique de son beau-père à flot avec un dévouement inébranlable. Aucun de ses efforts n'était fait pour sa propre gloire. Elle refusait autant que possible d'apparaître dans les magazines mondains. Elle voulait faire le bien sans chercher l'attention. Christophe admirait sa femme pour ses qualités. Il l'aimait pour cela. Au début, elle lui rappelait une facette de la vie qu'il avait négligée, la simplicité des liens véritables, l'importance de l'empathie. Et pourtant, à mesure que les années passaient, cette même vertu devint un miroir reflétant tout ce qui n'était pas pur en lui. Plus Nathalie brillait par son esprit altruiste, plus Christophe prenait conscience de ses propres méthodes impitoyables dans les salles de conseil. La culpabilité le rendait agité, presque comme s'il voulait se rebeller contre la pureté même que Nathalie incarnait. Lorsque Nathalie annonça sa grossesse après 3 ans de mariage, Christophe fut comblé de joie, du moins en apparence. Tout le monde lui donna de grandes tapes dans le dos, portant des toasts au futur héritier du groupe Saint-Hubert. Le visage de Nathalie rayonnait d'un bonheur maternel absolu. Mais au fond du cœur de Christophe, tourbillonnant sous son vernis impeccable, se trouvait un maelstrom de doute. La paternité allait-elle l'enfermer? Était-il vraiment prêt à sacrifier la liberté et le frisson qui accompagnaient son mode de vie fait de jets privés et de soirées mondaines jusqu'à l'aube? Il était loin de se douter que ses peurs inavouées allaient bientôt le pousser à prendre des décisions qui briseraient sa vie si minutieusement construite et détruiraient le cœur de la seule personne qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était. Camille Valmont était arrivée à Paris avec pour tout bagage une petite valise et une ambition démesurée. Elle s'était un jour confiée à une amie, Clara Moral, une actrice en difficulté originaire de sa région, lui déclarant qu'elle comptait devenir la femme la plus influente de la capitale. « Si je ne peux pas être la prochaine grande actrice, avait-elle affirmé, alors je ferai tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet. » Les origines de Camille étaient modestes, fille d'un barman et d'une couturière de la campagne auvergnate. Mais elle possédait un magnétisme troublant. Les gens gravitaient autour d'elle, hommes comme femmes, en partie pour son assurance sensuelle, et en partie parce qu'elle savait exactement quoi dire pour que les autres se sentent importants. Elle avait un don inné pour deviner les désirs des gens, et elle n'hésitait jamais à exploiter ce talent. Elle vit Christophe de Saint-Hubert pour la première fois lors d'un gala organisé par la Fondation Saint-Hubert au profit d'étudiants défavorisés. Camille avait décroché une invitation grâce à une vague connaissance, un banquier d'affaires plus âgé, charmé par ses atouts. Elle portait une robe noire scintillante qui épousait parfaitement ses formes. Chacun de ses pas sur les sols en marbre de l'hôtel de Crillon était millimétré pour faire tourner les têtes. Christophe, jouant le rôle du maître de maison charismatique, voguait d'un groupe de riches mécènes à un autre. Dès l'instant où le regard de Camille croisa le sien, elle sut qu'il était la proie qu'elle cherchait. Tout au long de cette soirée, Camille s'assura de rester dans le champ de vision périphérique de Christophe, riant, discutant, rendant sa présence impossible à ignorer, sans même lui adresser la parole. Elle l'étudiait à travers des regards furtifs, la légère ride de concentration entre ses sourcils, la carrure de ses épaules, l'inclinaison confiante de son menton. Lorsqu'elle capta enfin son attention, Camille lui offrit un doux sourire, chargé de mystère. À cet instant, une lueur vacilla dans le regard de Christophe. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être la première étincelle d'une dangereuse attraction. Leur première conversation fut brève, un simple échange de banalités. Camille se présenta comme une entrepreneuse montante dans l'industrie de la mode, omettant habilement les détails de sa petite boutique chancelante du Marais. Il lui tendit poliment sa carte, le logo doré du groupe Saint-Hubert brillant sous les lustres de cristal, et lui suggéra de contacter son bureau si elle cherchait de nouveaux partenariats commerciaux. C'était tout l'encouragement dont Camille avait besoin. Au cours des semaines suivantes, Camille orchestra des rencontres fortuites dans des salons privés exclusifs et des galeries d'art. Elle feignait la surprise à chaque fois,
bien qu'elle eût méticuleusement planifié sa présence. Lentement, elle tissa une toile, distillant à Christophe des fragments de sa vie, de ses aspirations, de ses luttes. Elle ne parlait jamais directement d'argent. Elle savait que les hommes comme Christophe avaient entendu toutes les histoires larmoyantes de toutes les croqueuses de diamants de la ville. Au lieu de cela, elle faisait appel à son goût de l'aventure. Elle était spirituelle, fascinante, et elle l'écoutait comme s'il était le seul homme sur Terre. Christophe commença à avoir soif de ces rencontres. Tandis que Nathalie était occupée à superviser les nouveaux programmes d'aide de la Fondation et ses rendez-vous médicaux de grossesse, Camille lui offrait une échappatoire palpitante. Cette étincelle ressentie au gala se transformait en brasier. Sous les toits de zinc et l'horizon éblouissant de Paris, les désirs inavoués se muaient en rendez-vous secrets qui allaient projeter une ombre sombre et menaçante sur la vie qu'il avait bâtie avec Nathalie. Christophe tirait une grande fierté d'être un homme rationnel, un stratège capable de déjouer tous ses concurrents. Pourtant, sa liaison avec Camille violait chacun des principes qui, croyait-il, le définissaient. Soudain, il s'éclipsait de son bureau à des heures incongrues, annulait des réunions cruciales, et ignorait même les appels de Nathalie, tout cela pour chasser le prochain frisson éphémère auprès de sa nouvelle conquête. La transition du simple badinage à la liaison passionnelle s'était faite dans un tourbillon. Camille était une chef d'orchestre magistrale de la séduction. Elle le couvrait d'admiration, feignait l'émerveillement face à son sens des affaires, et riait à chacune de ses plaisanteries. Elle portait le parfum qu'il lui avait complimenté, réservait des tables dans les restaurants exclusifs qu'il avait mentionnés en passant, et le laissait toujours sur sa faim. Mais ce n'était pas seulement de la luxure. Camille savait comment le faire se sentir vivant. Elle réveillait la part de rébellion que Christophe réprimait depuis si longtemps. Avec elle, il pouvait temporairement oublier la paternité imminente, ses responsabilités maritales, et les devoirs philanthropiques si chers à Nathalie. Si Nathalie l'obligeait à s'interroger sur la moralité de chacune de ses actions, Camille le faisait se sentir libéré de toute conséquence. Marc-Antoine Lefebvre, le directeur financier et ami de longue date, commença à remarquer ce changement de comportement. Les réunions financières de fin de soirée se transformaient en appels reportés sous de vagues prétextes. L'attention de Christophe pour l'expansion de l'entreprise semblait décliner. En ami fidèle mais professionnel, Marc-Antoine confronta Christophe dans la suite exécutive un soir, après une réunion cruciale avec des investisseurs à laquelle Christophe avait fait faux bond. « Vous perdez pied, Christophe », lui dit Marc-Antoine en desserrant sa cravate, fermant la porte du bureau. « Je vous ai couvert cette fois, mais le conseil d'administration commence à murmurer. Et Nathalie m'a appelé, elle est morte d'inquiétude. Que se passe-t-il » Christophe se raidit, une vague de culpabilité traversant ses traits. « Je subis beaucoup de pression en ce moment. »« Vous savez ce que c'est » répondit-il, tentant de prendre un ton détaché. Marc-Antoine n'était pas convaincu. « Christophe, vous ne pouvez pas ignorer vos responsabilités. Et Nathalie. Elle est enceinte. Ne pensez-vous pas qu'elle mérite de savoir ce qui vous éloigne tant d'elle » Christophe détourna le regard, se maudissant intérieurement d'avoir laissé la situation devenir si visible. Mais au lieu d'assumer, il s'enferma dans le secret. « Je gère la situation, dit-il froidement, la voix teintée d'agacement. Lâchez l'affaire, Marc-Antoine. Pourtant, la culpabilité commença à le ronger en privé. Tard dans la nuit, lorsqu'il se retrouvait seul avec ses pensées dans cet immense hôtel particulier, alors que Nathalie dormait déjà après des heures passées sur ses dossiers philanthropiques, il apercevait son reflet dans les grands miroirs et ressentait de la honte. Il compromettait son éthique et risquait l'amour d'une femme qui ne lui avait jamais rien demandé d'autre que l'honnêteté. Pendant ce temps, Camille, elle aussi, avait son propre cercle de confidents. Elle se vantait des cadeaux dont Christophe la couvrait, des bijoux de la place Vendôme, un appartement chic à Saint-Germain-des-Prés, et bientôt une nouvelle voiture de sport. Pourtant, elle veillait à ne pas l'effrayer par des exigences soudaines. Elle comprenait le jeu. La patience était sa vertu, car elle jouait une partie à long terme. Elle voulait bien plus qu'une aventure. Elle voulait le milliardaire lui-même. Sans que ni l'un ni l'autre ne s'en doute, ces graines de trahison allaient bientôt germer pour devenir une crise monstrueuse qu'aucun amour ni aucun argent ne pourrait endiguer. Nathalie était enceinte de 2 mois lorsqu'elle soupçonna pour la première fois l'infidélité de Christophe. Un indice subtil, un faible effluve de parfum sur son col qui n'était pas le sien, un ton inhabituellement hostile pendant le dîner lorsqu'elle lui demanda pourquoi il rentrait si tard, la distance dans ses yeux chaque fois qu'elle évoquait leur futur enfant. Chaque petit détail faisait naître un sentiment de malaise dans son cœur.
Dans les premières semaines de sa grossesse, Nathalie s'était sentie rayonnante et optimiste. Elle imaginait une famille chaleureuse, l'écho des rires d'enfants résonnant dans les salons de l'hôtel particulier, un sentiment de plénitude que la seule richesse ne pourrait jamais offrir. Mais à mesure que ses soupçons grandissaient, sa joie cédait la place à l'angoisse. Le chagrin d'amour ne lui était pas étranger. Elle l'avait lu dans les yeux des réfugiés avec lesquels elle travaillait, chez des femmes qui avaient tout perdu, y compris la loyauté de leurs proches. Jamais elle n'aurait imaginé devoir affronter une telle trahison au sein de son propre mariage. Incapable de supporter la tension qui régnait chez elle, elle se confia à sa vieille amie et avocate personnelle, le docteur Rosalie Patel. Le docteur Patel avait un talent certain pour lire les sous-entendus émotionnels, et elle confirma les craintes de Nathalie avec douceur. « Fais confiance à ton instinct », dit-elle en tapotant la main de Nathalie lors d'une pause déjeuner à la fondation. « Mais quoi que tu fasses, ne tire pas de conclusions hâtives sans preuve. Tu te dois bien ça, à toi et à ton enfant. » Déterminée à obtenir des réponses, Nathalie tenta de confronter Christophe un soir où il rentra bien après minuit, empestant une liqueur hors d'âge et les traces légères d'un parfum féminin. Elle rassembla son courage, la voix tremblante. « Christophe, il faut que je te parle. Ça ne peut plus continuer ainsi. » Il se tourna vers elle, les yeux traversés par un éclair de culpabilité rapidement remplacé par une attitude défensive. « Que veux-tu dire ? J'ai travaillé. » Les réunions s'éternisent. « Pas si tard, répondit-elle, la voix brisée. Et pas avec cette odeur sur ta chemise. » Silence. La tension dans le salon était étouffante. Le cœur de Christophe tambourinait tandis qu'une vague de panique l'envahissait. Il offrit un démenti peu convaincant. « Tu imagines des choses. Je ne vois pas de quoi tu parles. » Les larmes montèrent aux yeux de Nathalie. « Christophe, je t'en prie. Je suis enceinte. Nous partagions tout autrefois. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre avec un étranger. Que nous arrive-t-il ? » L'espace d'un instant, Christophe faillit tout avouer. La culpabilité était palpable, et une part de lui aspirait à s'effondrer à ses pieds pour implorer son pardon. Mais la peur et la fierté l'emportèrent. « Je suis juste soumis à beaucoup de stress, » marmonna-t-il sèchement. « Je suis désolé d'avoir été distant. » Nathalie désirait en le croire, mais une petite voix persistante dans son cœur lui soufflait le contraire. Elle se souvint des paroles du docteur Patel, « rassemble des preuves. » C'est ce qu'elle ferait. Mais pour l'heure, elle était trop émotive, trop épuisée. Elle allait le laisser voir sa douleur, suppliant silencieusement l'homme qu'elle avait épousé de lui revenir. Christophe, ressentant son angoisse, s'esquiva vers la chambre. Couché à ses côtés, l'immense étendue du lit king size les séparant tel un gouffre béant, il se demanda comment il avait pu dériver si loin. Il était loin de se douter que leur monde s'apprêtait à s'effondrer bien plus complètement que ni l'un ni l'autre n'aurait pu l'anticiper. Tandis que Nathalie se débattait avec ses soupçons et ses angoisses maternelles, Camille Valmont planifiait ses prochains mouvements, étape par étape, avec un calcul minutieux. Les cadeaux somptueux étaient agréables, mais ce n'était pas la finalité. Elle voulait de l'influence. Elle voulait que Christophe la considère comme indispensable, qu'il s'en remette à elle non seulement pour le plaisir, mais pour ses conseils et sa présence. Un après-midi, Camille décida de se présenter à l'improviste au bureau de Christophe, au siège du groupe Saint-Hubert à La Défense. Elle portait un élégant tailleur-pantalon bleu marine, les cheveux tirés en un chignon lisse et brillant. Les têtes se tournèrent lorsqu'elle dépassa la réception avec une assurance insolente, chaque claquement de ses talons envoyant un message clair, elle était ici chez elle. Marc-Antoine Lefebvre se trouvait par hasard dans le hall et l'aperçut. Il la reconnut de quelques événements mondains. Il plissa les yeux et s'approcha avec une politesse empreinte de méfiance. « Mademoiselle Valmont, si je ne m'abuse. Puis-je vous aider ?» Camille sourit, exsudant la confiance. « Oh, je viens simplement voir Christophe. C'est pour une affaire urgente concernant une collaboration dans la mode dont nous avons discuté. » Les soupçons de Marc-Antoine montèrent en flèche. Il n'avait connaissance d'aucune collaboration de la sorte. Avec une courtoisie forcée, il la pria de patienter et appela la ligne privée de Christophe. Une minute plus tard, une confirmation sèche de ce dernier indiquait qu'elle était attendue.
Camille lança à Marc-Antoine un sourire triomphant, comme pour dire « Je suis plus proche de lui que vous ne le pensez ». Dans le bureau de Christophe, les baies vitrées offraient une vue panoramique sur tout Paris, la ville scintillant sous le soleil de midi. Camille déposa un fin dossier sur le bureau en verre. « J'ai travaillé sur une proposition, dit-elle, la voix chargée d'assurance. Je sais que le groupe Saint-Hubert porte un certain intérêt aux marques de style de vie. Peut-être pourrions-nous nous associer, avec des créateurs émergents comme moi. » Christophe l'étudia avec un mélange de scepticisme et d'admiration. Il s'adossa à son fauteuil en cuir. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que le groupe Saint-Hubert investirait dans une ligne de mode à petite échelle ?» Elle haussa un sourcil. « Parce que ce ne sont pas n'importe quelle ligne de mode, répondit-elle en ouvrant le dossier pour révéler des planches de tendance et des plans stratégiques. Du streetwear avec une esthétique haute couture. Le luxe rencontre le style accessible. C'est un marché en pleine explosion, surtout avec les influenceurs sur les réseaux sociaux. Imaginez si le groupe investit tôt et que nous accaparons le marché. » Il feuilleta les documents. Le plan d'affaires de Camille était étonnamment détaillé. Elle parlait de chaînes d'approvisionnement, de marketing d'influence, d'expansion du commerce électronique. Il était clair qu'elle avait fait ses recherches. Christophe était impressionné, bien qu'il ne pût ignorer la tension sous-jacente. Elle était plus qu'une simple amante, c'était une joueuse redoutable. Mais il était également séduit par l'idée d'ouvrir une nouvelle frontière dans l'Empire Saint-Hubert, ciblant une population plus jeune et plus branchée. Une part de lui admirait même l'ambition de Camille, bien qu'il fût sur ses gardes. Après tout, combien de fois avait-il lui-même usé de ruses pour gravir les échelons du pouvoir? Ils discutèrent finances, images de marque, collaboration potentielle, et à la fin de l'entretien, Christophe se surprit à envisager sérieusement un investissement modeste. Camille lui sourit, rayonnante de gratitude, contournant le bureau pour poser une main douce sur son épaule. « Merci de croire en moi, » murmura-t-elle en se penchant. Il inspira son parfum, fumé et rose, exotique et dangereux. L'espace d'un instant, les frontières entre les affaires et la passion s'effacèrent complètement. Pourtant, lorsque Camille quitta son bureau, revigorée, elle savait qu'elle s'était rapprochée d'un pas décisif pour s'ancrer plus profondément dans la vie de Christophe. Il ne s'agissait plus seulement de séduction. Il s'agissait de bâtir un avenir, son avenir, sur les ruines de celui de Christophe. Dans les semaines qui suivirent, le monde de Nathalie se transforma en de véritables montagnes russes émotionnelles. Elle essayait de se concentrer sur sa grossesse, assistant à ses visites prénatales avec le docteur Charlotte Dubois, une obstétricienne de renom recommandée par la famille Saint-Hubert. Pourtant, chaque fois qu'elle sentait les légers coups de pied de son bébé, cela lui rappelait la précarité de son mariage. Ses rêves de vie familiale idyllique étaient assombris par les absences de plus en plus fréquentes de Christophe. Incapable de faire taire la voix dans sa tête qui la mettait en garde contre une trahison, Nathalie prit une décision qui ne lui ressemblait pas, elle engagea un détective privé. Elle ne confia son plan qu'au docteur Rosalie Patel, qui la soutint, bien qu'à contre-cœur. Nathalie se sentait coupable, intrusive, presque paranoïaque. Pourtant, elle avait besoin d'une vérité irréfutable pour confronter Christophe, soit pour briser ses démentis, soit pour confirmer ses pires craintes. Le détective privé, Julien Beaumont, était un professionnel d'une grande discrétion, ancien membre des forces de l'ordre. Il posait rarement des questions personnelles. Il n'exigeait que des détails logistiques, l'emploi du temps habituel de Christophe, le type de voiture qu'il conduisait, les adresses des suspects potentiels. Nathalie les lui fournit d'une main tremblante, s'excusant presque en lui remettant les informations. Julien la rassura, « Vous ne faites rien de mal, madame. Vous cherchez seulement la vérité. » Pendant 10 jours éprouvants, Nathalie attendit, le cœur battant à chaque fois que Julien appelait. Chaque fois que Christophe invoquait des réunions tardives ou des voyages d'affaires urgents, son angoisse montait en flèche. Les nuits devinrent blanches, son corps épuisé par la grossesse, son esprit écrasé par l'appréhension. Elle captait parfois des éclairs de l'homme qu'elle aimait, des instants où il lui souriait avec une chaleur sincère ou posait une main douce sur son ventre. Mais ces moments étaient éphémères. C'était comme si elle vivait avec 2 versions différentes de Christophe, celle qu'elle chérissait et celle qui lui mentait effrontément.
Enfin, le 11e jour, Julien fixa un rendez-vous dans un café discret du 8e arrondissement. Nathalie arriva en avance, portant un simple manteau gris qui lui parut plus lourd que jamais. Julien la rejoignit peu après, une expression sombre gravée sur les traits. « J'ai des résultats », dit-il en faisant glisser une enveloppe sur la table. Les mains de Nathalie tremblèrent en l'ouvrant. Des photographies s'en échappèrent, chacune capturant Christophe dans des situations compromettantes avec une autre femme, Camille Valmont. Il se tenait la main devant un restaurant chic de Saint-Germain-des-Prés, entrait dans un immeuble de luxe tard dans la nuit, et s'enlaçait devant une limousine privée. La preuve était irréfutable. Nathalie sentit le monde basculer autour d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle déglutit difficilement pour ne pas s'effondrer en public. Julien lui adressa un hochement de tête compatissant. « Je suis désolé, madame. Il y a plus. Des transactions financières, des opérations immobilières. Tout est dans le rapport. Vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. » Elle avait envie de hurler, de déchirer les photos, de pleurer tout ce qui était perdu. Au lieu de cela, elle se fit violence pour rester digne, du moins jusqu'à ce qu'elle quitte le café. Le cœur palpitant, elle remercia Julien et se précipita dans l'air froid de Paris. Son esprit tourbillonnait de questions. Comment Christophe pouvait-il faire cela alors qu'elle portait son enfant? Que avait-elle fait de mal? Restait-il un espoir de sauver son mariage? Ses mains se posèrent inconsciemment sur son ventre. Pour l'amour de son bébé à naître, elle se jura de ne pas garder le silence. Christophe allait devoir faire face à ce qu'il avait accompli, ou risquer de la perdre pour toujours. Plus tard dans la nuit, Nathalie l'attendit dans le vaste salon, l'enveloppe de photos soigneusement posée sous une lampe sur la table d'appoint. Le temps s'étira douloureusement alors qu'elle guettait le tintement de l'ascenseur privé. Finalement, peu après minuit, Christophe pénétra dans l'hôtel particulier. Il était fatigué, mais suffisamment alerte pour sentir la tension palpable dans l'air. La posture de Nathalie, raide et résolue, ne ressemblait en rien à la douce silhouette dont il avait l'habitude. « Nathalie » commença-t-il en ôtant son manteau. « Tu es encore debout. Tout va bien ?» Elle se leva lentement, laissant échapper un souffle tremblant. « Il faut que l'on parle » dit-elle, la voix coincée entre le chagrin et la colère. Elle désigna le canapé, et il s'assit à contre-cœur. L'ambiance était électrique, étouffante. Nathalie saisit l'enveloppe. Sortant les photographies, elle les étala sur la table basse devant lui. D'une main frémissante, elle fit défiler les images. Les yeux de Christophe s'écarquillèrent, l'horreur s'étalant sur son visage. « Je sais » murmura doucement Nathalie, les larmes au bord des cils. « Je sais pour Camille Valmont. Je sais pour votre liaison. » Christophe resta sans voix, comme si le temps s'était figé. C'était l'instant qu'il redoutait, pourtant il s'était bercé d'illusions, pensant pouvoir dissimuler ses incartades indéfiniment. L'air crépitait sous le poids de la vérité enfin révélée. « Comment » commença-t-il, luttant pour trouver ses mots. « Nathalie, je... » « Tu te trompes. » Elle le coupa, le ton tremblant mais impérieux. Et soudain, le tutoiement familier disparut, remplacé par une distance glaciale. « Vous m'avez menti. Vous sortiez tard la nuit, inventant des excuses. Et vous saviez que j'étais enceinte. Comment avez-vous pu nous faire cela, à votre enfant et à moi ?» Christophe tenta de parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. La culpabilité et la honte marquaient ses traits. Il voulait nier, dire que cela ne signifiait rien, implorer son pardon. Pourtant, il ne parvint à formuler aucune justification cohérente. « Vous m'aviez demandé de vous faire confiance », poursuivit Nathalie, la voix se brisant tandis que les larmes roulaient sur ses joues. « Vous aviez promis de m'aimer. De me soutenir. Tout cela n'était-il qu'un mensonge, Christophe? Notre mariage ne signifiait-il donc rien pour vous ?» Il parvint enfin à bredouiller une phrase tremblante. « Non, Nathalie, je tiens à toi. À vous. Je le jure. C'est juste que... je me suis perdue. Les choses sont devenues compliquées. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula vivement, comme si son contact l'avait brûlée. « Compliqué » fit-elle en écho,
bouillonnant de douleur. Vous pensez qu'une trahison est juste?